À Noël, ma belle-mère a porté un toast, je suis fière de tous mes petits-enfants, sauf un. Puis elle a montré du doigt ma fille de 9 ans. Les gens ont ri, comme si c'était normal. Ma fille a lutté contre les larmes. Mon mari, lui, n'a pas ri. Il a posé un épais dossier sur la table. Quand ils l'ont ouvert, la pièce est devenue mortellement silencieuse. Cette phrase, sauf un, n'est pas simplement restée en suspens dans l'air. Elle a atterri en plein sur mon enfant. La main de Chloé s'est resserrée autour de sa fourchette, comme si elle pouvait poignarder ses émotions pour les forcer à l'obéissance. Elle faisait ce truc qu'elle fait quand elle essaie très fort de ne pas pleurer devant les gens, clignant trop des yeux, respirant de manière trop superficielle, fixant son assiette comme si elle pouvait lui offrir une trappe pour sortir de la pièce. J'ai atteint son genou sous la table. Une petite pression. Un code pour dire « Je suis là ». Tu n'es pas seul. En face de nous, ma belle-sœur, Britney, a laissé échapper un rire prudent, le genre de rire que l'on a quand on sait que quelque chose est cruel, mais qu'on l'apprécie quand même. Ces 3 enfants, eux, n'étaient pas prudents. Connor, Brianna et Haley étaient comme un petit public de studio en direct. Connor a reniflé. Brianna a couvert sa bouche et a échoué de manière spectaculaire. Haley s'est penchée en avant, comme si elle voulait mieux voir le visage de Chloé, comme si l'humiliation était un spectacle pour lequel elle avait payé de bonnes places. Mon beau-père, William, a fait ce qu'il faisait toujours quand Margaret devenait méchante en public. Un petit rire doux, les yeux baissés, prétendant que tout était inoffensif. Un homme qui pouvait regarder un enfant se faire pointer du doigt et trouver quand même la sortie la plus proche vers la neutralité. Margaret, ma belle-mère, se tenait là, sa coupe de champagne levée, parfaitement satisfaite d'elle-même, boucle d'oreilles de fête, rouge à lèvres rouges. Ce regard qu'elle portait comme une couronne, c'est moi qui dirige cette pièce. Et pendant une seconde affreuse, elle a laissé la pause s'étirer avant de dire, sauf un, comme si elle avait d'abord voulu ce moment d'espoir, comme si elle avait voulu que Chloé s'illumine juste un peu pour pouvoir l'écraser correctement. Parce que Chloé s'était illuminée. Je l'ai vu quand Margaret a commencé, je suis fier de tous mes petits-enfants. Les épaules de Chloé s'étaient détendues. Ses yeux s'étaient levés. Le plus petit des sourires avait essayé d'exister. Pendant un demi-battement de cœur, ma fille a cru qu'elle pourrait avoir sa place ici. Puis Margaret le lui a enlevé. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine devenir froid. Pas chaud, pas ardent. Froid. Comme si un interrupteur avait été basculé. J'ai regardé Andrew. Mon mari était immobile. Pas calme, pas en train de maintenir la paix. Immobile, de la manière dont un corps s'immobilise juste avant de faire quelque chose d'irréversible. Andrew a grandi dans cette maison. Il connaissait les rythmes, les règles, la hiérarchie tacite. Britney était l'enfant prodige, la favorite de Margaret, celle qui faisait tout bien, celle qui était louée pour sa simple respiration. Andrew n'était pas ça. Et Chloé, adorablement, obstinément, et de manière inopportune, lui ressemblait. Andrew n'a pas dit un mot. Il n'a pas fait ce demi-sourire poli qu'il utilisait quand Margaret lançait ses petites piques verbales. Il n'a pas pris cette voix de « parlons-en plus tard », qui signifiait toujours « avalons ça maintenant ». Il s'est simplement baissé, a sorti un épais dossier de son sac, et l'a posé sur la table devant Margaret, comme s'il déposait quelque chose d'assez lourd pour cabosser le bois. Quelques membres de la famille, car oui, nous n'étions pas seuls, se sont agités sur leur siège. Tante Denise a arrêté de mâcher. Cousin Marc a haussé les sourcils avec un air de « oh là là ». Quelqu'un a émis un petit son nerveux, « hein, qu'est-ce que c'est ?» Comme si un dossier était un animal sauvage qui pourrait mordre. La voix d'Andrew était calme, polie même, comme s'il s'apprêtait à lire une carte de Noël. « Puisque nous sommes honnêtes ce soir, a-t-il dit, j'aimerais lire quelque chose. » Le sourire de Margaret a vacillé. Le rire de Britney est resté coincé dans sa gorge et est sorti plus petit. William a enfin levé les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Margaret, souriant toujours, essayant toujours de garder le contrôle. Son ton disait qu'elle s'attendait à ce qu'Andrew cède. S'excuse. Rentre dans le rang. Andrew n'a pas répondu. Il a glissé le dossier plus près. Margaret, pendant une fière et stupide seconde, a semblé penser que cela pourrait être quelque chose de sentimental, un hommage, une lettre, un discours familial. Puis Britney s'est penchée, trop vite,
trop familièrement, et l'a ouvert comme si tout ce qui se trouvait sur cette table lui appartenait. La première page est apparue. Je n'ai pas vu les mots. Pas vraiment. Juste des blocs de texte, du surlignage, une ligne de chiffres. Le visage de Britney a changé quand même. Ce n'était pas dramatique. Pas de hoquet, pas de cris, juste la couleur qui s'est drainée de son visage, comme si quelqu'un avait tiré une prise. Le sourire de Connor est mort. Brianna s'est arrêtée au milieu d'un rire. La bouche de Haley est légèrement entr'ouverte, comme si son cerveau ne pouvait pas décider s'il fallait continuer à être méchante ou commencer à avoir peur. Margaret s'est penchée en avant. La main de William s'est figée sur son verre. Pendant un moment, la pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le clic du système de chauffage. Les yeux de Margaret se sont déplacés sur la page. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Son sourire s'est brisé, non pas comme une fissure, mais comme une rupture nette. Et puis elle a levé les yeux vers Andrew avec une sorte de panique qu'elle ne s'était jamais autorisée à montrer devant la famille. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle répété, mais cette fois, ce n'était pas une question. C'était un avertissement. Le visage d'Andrew n'a pas changé. Il a baissé les yeux sur le dossier, puis les a levés vers Margaret, et la façon dont il a dit « je vais le lire » était si calme que j'en ai eu la chair de poule. C'est à ce moment-là que la pièce a cessé d'être un dîner de Noël pour devenir quelque chose de complètement différent, quelque chose avec des conséquences. Et Chloé, ma douce et courageuse enfant, a levé les yeux de son assiette et a regardé son père, comme si elle pouvait sentir le pouvoir basculer, même si elle ne comprenait pas pourquoi. Si vous imaginez cela comme une explosion soudaine sortie de nulle part, j'aimerais bien. La vérité, c'est que la mèche brûlait depuis des années. Elle brûlait simplement en silence, comme ces bougies bon marché qui ont l'air festives et sentent le traumatisme familial à la vanille tiède. Au début, ce n'était pas dramatique. C'était niable. Le genre de chose qui vous fait vous sentir folle parce que vous ne pouvez pas le citer clairement. Margaret ne disait pas « je déteste ta fille ». Elle disait des choses comme « elle est sensible », avec un petit soupir poli, comme si Chloé était un appareil électroménager difficile. Elle ne disait pas « je me fiche de Chloé ». Elle oubliait les préférences de Chloé, oubliait ses allergies, oubliait son cadeau d'anniversaire jusqu'à 2 jours plus tard, et agissait comme si elle avait fait une faveur à Chloé en s'en souvenant. Pendant ce temps, les enfants de Britney étaient loués pour tout. Connor rotait. Les garçons seront toujours des garçons. Brianna levait les yeux au ciel devant un adulte. Elle a de l'assurance. Allait arracher un biscuit de la main de Chloé. Elle a du caractère. Chloé demandait un verre d'eau et disait « s'il vous plaît ». Margaret la regardait comme si elle avait demandé un prêt. Andrew le voyait. Bien sûr qu'il le voyait. Mais il avait été entraîné à absorber Margaret, à maintenir les choses en douceur, à être celui qui ne faisait pas de vagues. Et si vous n'avez jamais vécu dans une famille comme ça, voici le secret, le bateau tangue déjà. Ils veulent juste que vous soyez celui qui prétend que ce n'est pas le cas. Andrew les aidait aussi financièrement, pas une fois, pas 2 fois, mais pendant des années. Au début, c'était peu. Une facture d'électricité, juste jusqu'à vendredi. Une réparation de voiture, parce qu'on est à court ce mois-ci. Puis c'est devenu plus important. Un prêt temporaire qui est devenu une attente permanente. Une participation aux frais médicaux. Un nouvel appareil électroménager. La garde à court terme des enfants de Britney, les frais de football de Connor, les costumes de danse de Brianna, le voyage scolaire de Haley, et ainsi de suite. Andrew est informaticien. Un bon travail, un revenu stable, le genre de carrière qui fait que les gens de la génération de Margaret hochent la tête, comme si cela prouvait que vous êtes un adulte respectable. Alors Margaret le traitait comme un portefeuille sur pattes. Et Andrew payait parce qu'il n'arrêtait pas de penser, si je suis utile, ils seront plus gentils. Si je suis généreux, ils arrêteront de me trouver difficile. Si j'en fais juste assez, ça ressemblera à de l'amour. Ça n'a jamais été le cas. Je suis avocate. Pas le genre dramatique des tribunaux, mais le genre ennuyeux des contrats et des papiers, le genre où l'on apprend que les gens cachent des choses à la vue de tous, parce que la plupart d'entre nous ne lisent pas au-delà du premier paragraphe. Alors quand Andrew a commencé à mentionner discrètement l'argent, la fréquence, le montant, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai posé des questions, non pas accusatrices, mais pratiques.
As-tu les reçus? Est-ce écrit quelque part? Est-ce toujours toi? Te rembourse-t-il jamais? Andrew haussait les épaules et disait, c'est la famille. Cette phrase est un sortilège magique. Elle fait que les adultes donnent de l'argent et avalent la douleur comme si c'était un médicament. Puis Joséphine est morte. Joséphine était la grand-mère d'Andrew, la mère de Margaret. La personne à laquelle Margaret aimait faire référence quand cela la mettait en valeur. Joséphine n'approuverait jamais ça. Joséphine croyait en la famille. Mais Joséphine, de son vivant, avait été plus gentille avec Andrew que Margaret ne l'avait jamais été. Joséphine le voyait. Elle n'avait pas besoin qu'il soit Britney pour le considérer comme précieux. Et Joséphine adorait Chloé. Chloé s'asseyait sur le canapé de Joséphine avec un livre, pendant que Joséphine fredonnait et tricotait, et prétendait ne pas regarder Chloé comme si elle était quelque chose de précieux. Joséphine l'appelait « ma petite lumière ». Elle posait des questions à Chloé et écoutait les réponses. Un comportement radical, vraiment. Quand Joséphine est décédée, il y a eu les murmures familiaux habituels sur la succession et ce qui restait. C'est Margaret qui parlait. Elle le faisait toujours. Il n'y a pas grand-chose, a dit Margaret, c'était toutes des dépenses médicales. Vous savez comment c'est. Britney a hoché la tête comme si elle était déjà passée à autre chose. William a fait un bruit de sympathie. Tout le monde a agi comme si c'était la fin de la conversation. Andrew ne s'est pas battu. Pas à ce moment-là. Mais par la suite, de petites choses ne collaient pas. Un commentaire, un lapsus. Margaret devenant étrangement sur la défensive quand Andrew posait une simple question. Britney répondant trop vite avec un « c'est réglé », comme si la conversation elle-même était le problème. Et les demandes d'argent n'ont pas disparu. Mais elles ont changé. Elles sont venues moins souvent, espacées, déguisées en demandes désinvoltes, comme quelqu'un qui essaie d'avoir l'air normal après avoir déjà déplacé quelque chose de lourd derrière le rideau. Ce qui est devenu plus audacieux, ce n'était pas la demande. C'était l'attitude. La chaleur est devenue mince. Les blagues sont devenues plus acérées, et Chloé a cessé d'être ignorée discrètement pour être remarquée de cette manière délibérée qui fait qu'un enfant se sent coupable simplement en étant assise à table. La mort de Joséphine ne les a pas rendus prudents. Elle les a rendus confiants, comme s'ils pensaient que ce qu'ils avaient géré était enfermé pour de bon, et qu'ils pouvaient maintenant dire les parties silencieuses à voix haute. Andrew ne les a pas accusés. Pas au début. Il a juste commencé à regarder, discrètement, sans drame, de la manière dont une personne le fait quand elle ne veut pas croire ce qu'elle pourrait trouver. J'ai aidé avec les parties ennuyeuses, organiser ce que nous avions déjà, les historiques de virements, les vieux textos, les emails, tous les « peux-tu nous aider juste cette fois ?» qui s'était apparemment produit 19 fois. Nous n'avions pas de tableau de détective secret avec de la ficelle rouge. Nous avions une table de cuisine, un ordinateur portable et un sentiment croissant d'effroi. À un moment donné, Andrew est rentré à la maison avec une expression sur son visage que je ne reconnaissais pas. Pas de la colère, de la reconnaissance, comme s'il avait enfin trouvé la pièce du puzzle qui faisait que tout le reste s'emboîtait. Et il aurait souhaité ne pas l'avoir trouvé. Il ne m'a pas tout dit d'un coup. Il ne voulait même pas le dire à voix haute. Il a juste dit, ils ont menti. J'ai demandé à propos de quoi. Andrew a dégluti. Joséphine. C'était tout. C'est tout ce qu'il a pu dire à ce moment-là. Et parce que je suis moi, je n'ai pas insisté pour une explication complète. J'ai demandé, as-tu des preuves? Andrew n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé au-delà de moi, comme si son cerveau essayait de rattraper ce que son instinct savait déjà. Pas encore, a-t-il dit finalement. Mais je peux les obtenir. Puis il a fait quelque chose qui, dans notre mariage, est fondamentalement sa version de la panique. Il est devenu silencieux et méthodique. Pendant les 2 semaines suivantes, Andrew a passé plus de temps dans son bureau à la maison qu'il ne l'avait jamais fait. Pas à jouer à des jeux, pas à faire défiler sans but, mais à travailler, à imprimer, à surligner, à passer des appels dont il ne m'a parlé qu'après coup. Le genre d'appel où vous revenez avec l'air de quelqu'un qui vient de sortir d'une pièce avec un éclairage fluorescent et de mauvaises nouvelles. Je ne l'ai pas harcelé. Je ne l'ai pas surveillé. Je n'ai pas dit, tu dois les confronter tout de suite. Parce que c'est comme ça qu'on finit par être blâmé pour tout. Au lieu de cela, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire.
J'ai fait en sorte que les choses semblent normales. J'ai préparé les déjeuners. J'ai posé des questions sur l'école. J'ai maintenu le monde stable pendant qu'Andrew tirait discrètement les fils. Un soir, il est sorti de son bureau en tenant un dossier. Pas encore épais, pas dramatique, juste lourd dans ses mains, comme s'il pesait déjà plus que du papier ne le devrait. « Kate » a-t-il dit. Mon nom est sorti avec précaution. Je l'ai suivi jusqu'à la table de la cuisine. Il a posé le dossier et l'a ouvert, puis l'a glissé vers moi comme s'il ne pouvait pas supporter de le tenir seul. J'ai tourné la première page. J'ai vu le nom de Chloé, pas griffonné, pas peut-être, mais imprimé, propre, officiel. J'ai tourné une autre page, puis une autre. Des chiffres, des dates, des virements, des notes dans ce langage stérile et transactionnel que les banques utilisent quand elles veulent vous faire oublier que l'argent est réel. Je ne veux pas être dramatique ici, mais mon estomac est honnêtement tombé, comme si j'avais manqué une marche dans les escaliers. C'est beaucoup, ai-je dit, parce que mon cerveau n'avait pas de meilleure phrase prête. Andrew a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. C'est à elle, a-t-il dit. Et la façon dont il a dit, à elle, m'a asséché la gorge. Je l'ai regardé. Il savait. Andrew n'a pas répondu à voix haute. Il n'en avait pas besoin. Il s'est juste penché et a tapoté une ligne sur la page avec son doigt. Un petit geste qui, d'une certaine manière, a empiré les choses, comme si le papier lui-même levait la main et disait « oui ». Je me suis reculé, fixant la lumière de la cuisine se refléter sur la page, et j'ai senti cet interrupteur froid se basculer à nouveau. Ce soir-là, j'ai regardé Andrew et j'ai dit « c'est ta famille ». Je ne vais pas te dire quoi faire. Parce que c'était vrai. Ce devait être son choix. Si j'insistais, Margaret me reprocherait de l'avoir monté contre eux. Le rôle de la méchante me serait remis comme un cadeau que je ne voulais pas. Mais j'ai dit une chose. Quoi que tu décides, lui ai-je dit, nous protégeons Chloé d'abord. Andrew a de nouveau hoché la tête, cette fois plus grand, plus fort. Et puis les semaines ont passé. Le dossier est resté fermé. Parce que le papier est une chose. L'utiliser contre les gens qui vous ont élevé, même s'ils ne vous ont pas élevé avec bienveillance, en est une autre. Jusqu'à Noël. Jusqu'à ce que Margaret lève son verre. Jusqu'à ce que Chloé ait cette petite lueur d'espoir. Jusqu'à ce que Margaret l'écrase, et qu'Andrew choisisse enfin l'action plutôt que la paix. De retour à table, Margaret a tenté de reprendre le contrôle avec le seul outil qu'elle avait, la performance. Elle a ri. Un rire vif et faux. Andrew, a-t-elle dit comme si elle s'adressait à un enfant. Range ça. Ne fais pas ça devant tout le monde. Andrew a regardé autour de la table les cousins, les tantes et les personnes qui riaient de Chloé 2 minutes plus tôt. C'est justement le but, a-t-il dit. Sa voix est restée calme. Ses mains n'ont pas tremblé. Il n'avait pas l'air d'un homme en pleine crise de colère. Il avait l'air d'un homme lisant un bulletin météo qui, par hasard, annonçait une tempête. Je vais lire quelques petites choses, a-t-il dit, puis il a regardé Margaret directement. Et ensuite, nous partirons. Britney a ouvert la bouche, puis l'a refermée. William s'est raclé la gorge. Les yeux de Margaret allaient et venaient, calculant. Andrew a commencé par le haut de la page. Il n'a pas commencé par Joséphine. Il n'a pas commencé par ce qui avait rendu Britney et Margaret pâles. Il a commencé par ce que tout le monde savait déjà en théorie, mais que personne n'aimait entendre à voix haute. L'argent. 12 juin, a lu Andrew. 1200$ pour la réparation de la voiture, envoyée à maman. Il a levé les yeux. Margaret. Margaret a tressailli à son propre nom comme si c'était une gifle. Andrew a continué. 3 août, a-t-il dit. 800$ pour un arriéré de loyer, envoyé à Britney. Le sourire de Britney a tressailli. 18 octobre, a dit Andrew. 450$. Voyage scolaire. Il n'a pas raconté de sentiments. Il n'a pas ajouté d'insultes. Il a simplement lu des chiffres, des dates, des notes, des totaux. C'était inconfortable, mais pas choquant. Pas encore. Les gens se sont agités sur leurs chaises. Quelques parents fixaient leurs assiettes. Connor avait l'air confus, comme s'il s'attendait à une bagarre amusante, pas à des maths.
Et je pouvais le sentir, la vague de soulagement de Margaret et Britney. Genre, oh, ce n'est que ça. C'est juste lui qui fait son cinéma à propos de l'aide. Très bien, nous pouvons lui faire honte de nous avoir embarrassés, puis nous passerons à autre chose. Margaret a essayé de s'appuyer là-dessus. C'est ridicule, a-t-elle dit sèchement. Tu as choisi d'aider. Andrew n'a pas levé les yeux de la page. MHM, a-t-il dit, comme s'il était d'accord avec quelqu'un sur l'heure. Total sur 4 ans, 48 600 $. Britney l'a interrompu. Arrête. C'est Andrew. Ce n'est pas, Andrew a levé une main. Pas agressive. Juste définitive. Non, a-t-il dit. Tu n'as pas le droit d'interrompre maintenant. Britney s'est figée. Le visage de William était devenu marbré. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil aux invités, comme s'il pouvait encore sauver sa réputation s'il quittait la pièce assez vite. Les lèvres de Margaret se sont serrées. C'est un dîner de famille, a-t-elle sifflé. Andrew a enfin levé les yeux, son regard était plat. Non, a-t-il dit. C'est une performance que vous menez depuis des années, et Chloé vient d'être choisie pour être la chute de ce soir. La tête de Chloé s'est brusquement relevée à l'énoncé de son nom. Andrew s'est adouci une fraction de seconde en la regardant. Puis il a de nouveau baissé les yeux, a tourné la page, et l'air dans la pièce a changé. C'était subtil. La façon dont une pièce change quand une blague cesse d'être drôle. Quand les gens réalisent qu'ils se tiennent trop près de quelque chose de dangereux. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Joséphine a laissé une fiducie, a-t-il dit, calme comme de la glace, pour Chloé. Elle en était l'unique bénéficiaire. Margaret a émis un petit son brisé. Non. Et vous deux, a ajouté Andrew, les yeux sur le papier, en étiez les fiduciaires, ce qui signifie que ce n'était pas à vous. C'était à elle. La pièce est devenue silencieuse de la manière dont elle le fait quand tout le monde comprend la même chose en même temps. Andrew a lu 2 lignes, juste 2. 7 500 $, étiqueté rénovation domiciliaire, payé par la fiducie de Chloé. Britney est devenue rigide. 4 200 $, carte de crédit, même compte. Andrew n'a même pas levé les yeux en le disant. Ce n'est pas un malentendu, a-t-il dit. C'est documenté. Mon estomac s'est de nouveau noué, car je comprenais ce qu'il faisait. Il laissait tout le monde dans la pièce réaliser en même temps que ce n'était pas une question de drame familial, mais de quelque chose qu'il ne pouvait pas balayer d'un soupir et d'un voyage de culpabilité. Margaret s'est penchée en avant, la voix vive. Andrew, arrête ça tout de suite. Andrew n'a pas arrêté. Britney a essayé une autre tactique, plus douce. D'accord. D'accord. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Andrew a levé les yeux. À quoi ça ressemble, Britney? La bouche de Britney s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Parce que le problème avec la vérité documentée, c'est qu'elle ne se soucie pas de votre ton. Les yeux de Margaret sont devenus sauvages pendant une seconde. Elle a tendu la main vers le dossier. Andrew l'a reculé. Calme, contrôlé, protecteur. N'y touche pas, a-t-il dit. La table entière s'est figée. Pas seulement parce qu'Andrew avait dit « non » à Margaret dans sa propre maison, mais parce que Margaret a écouté. Elle ne s'est pas assise en arrière comme une reine. Elle s'est assise comme quelqu'un qui réalisait que la couronne pouvait être enlevée. Andrew a terminé la page, a lu une ligne de plus, un chiffre de plus, puis il a fermé le dossier. Ce son, le dossier se refermant brusquement, a semblé être une porte qui claque. Andrew s'est levé. « Nous partons » a-t-il dit. La voix de Margaret est devenue mince. « Si tu franchis cette porte » Andrew l'a interrompu, toujours calme. « Vous n'aurez plus accès à elle. » Il a hoché la tête en direction de Chloé. Chloé le fixait, les yeux écarquillés, comme si elle n'avait jamais vu un adulte faire quelque chose d'aussi clair en sa faveur. J'ai pris la main de Chloé. Andrew a pris son autre main. Nous nous sommes levés. Et c'est la partie dont les gens ne parlent pas. Partir n'est pas dramatique de la même manière que crier est dramatique. Partir est silencieux. Partir, c'est vous qui repoussez votre chaise pendant que la pièce vous regarde. Partir,
c'est vous qui passez devant des décorations de Noël qui semblent soudainement bon marché et fausses. Nous sommes arrivés à la porte d'entrée avant que Margaret ne retrouve sa voix. C'est à cause d'elle, a claqué Margaret. Et elle ne parlait pas de Joséphine. Elle ne parlait pas d'argent. Elle parlait de moi. Kate t'a empoisonné. Andrew ne s'est même pas retourné. Dehors, le froid m'a frappé le visage comme un bouton de réinitialisation. Chloé a pris une respiration tremblante, puis une autre, comme si elle l'avait retenue toute la nuit et ne se souvenait que maintenant qu'elle avait le droit d'inhaler. Dans la voiture, elle a finalement murmuré, « Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Les mains d'Andrew se sont crispées sur le volant. « Non », a-t-il dit. Un mot. Absolu. Tu n'as rien fait. Et j'ai regardé le visage de ma fille se détendre, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle se dénouait. Puis le téléphone d'Andrew s'est allumé. Margaret, puis William, puis Britney. Appel après appel. Andrew n'a pas répondu au début. Il a conduit, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur la route. La neige rendait les lampadaires flous, comme si le monde entier essayait d'adoucir ce qui venait de se passer. Puis le 4e appel est arrivé. Andrew a mis le haut-parleur. La voix de Margaret a explosé dans la voiture. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Andrew n'a pas élevé la voix. « Je rentre à la maison. »« Tu m'as humilié » a sifflé Margaret. « Tu as humilié Chloé » a dit Andrew. « Ce n'est pas la même chose » a claqué Margaret. Et voilà. Tout le système de croyance en une seule phrase. Britney est intervenue, stridente. « Tu ne peux pas nous accuser comme ça devant tout le monde. » La voix d'Andrew est restée égale. « Alors vous n'auriez pas dû faire ce que vous avez fait. » La voix de William est venue ensuite, trop calme, trop maîtrisée. « Fils, sois raisonnable. N'implique pas d'avocat là-dedans. Nous sommes une famille. » Andrew a ri une fois. Pas joyeux, juste fatigué. « J'en ai fini avec la famille comme excuse, » a-t-il dit. La voix de Margaret a changé, plus douce, soudainement mielleuse. « Andrew, s'il te plaît, pense à Chloé. Veux-tu lui faire subir tout ça ?» La prise d'Andrew s'est resserrée sur le volant. « Je pense à Chloé, » a-t-il dit. C'est pour ça que ça arrive. Il y a eu un temps de silence. Puis le ton de Margaret est redevenu vif. « Si tu fais ça, tu nous détruiras. » La voix d'Andrew n'a pas changé. « Vous avez fait ça. » Il a mis fin à l'appel. Et dans le silence qui a suivi, Andrew a dit quelque chose que je ne l'avais jamais entendu dire à propos de sa mère. « À partir de maintenant, » a-t-il dit, plus de disputes au téléphone, plus de réunions, plus de discussions. Il m'a regardé une demi-seconde, les yeux durs. Ça devient formel. J'ai hoché la tête, et Chloé, depuis la banquette arrière, a murmuré, « Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'y aller ?» Andrew a dégluti. « Oui, » a-t-il dit. « C'est ça. » Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à un sapin de Noël. Appels manqués, messages vocaux, textos, messages de parents qui n'avaient pas parlé à Andrew depuis des mois, mais qui avaient soudainement trouvé la foi dans l'église de l'harmonie familiale. La première vague était la culpabilité. « Comment as-tu pu faire ça à ta mère ? Elle a le cœur brisé. Ce n'était qu'un toast. Chloé a besoin de ses grands-parents. » Puis la deuxième vague, la colère. « Vous portez des accusations graves. Vous nous avez embarrassés. Vous déchirez la famille. » Et bien sûr, la troisième vague, le blâme. Ce n'était pas, Margaret a été cruelle. Ce n'était pas, Britney a ri. C'était, Kate est contrôlante. Kate monte Andrew contre sa famille. Kate utilise Chloé comme une arme. Je suis avocate. J'ai vu des gens réécrire la réalité avec une confiance alarmante. Mais regarder une famille le faire en temps réel est autre chose. C'est comme regarder une discussion de groupe se transformer en tribunal, où la personne la plus bruyante est à la fois juge et juré. Andrew n'a pas répondu. Il ne s'est pas défendu en paragraphe. Il n'a pas envoyé de capture d'écran. Il n'a pas argumenté. Il a simplement cessé de s'engager. Et cela, apparemment, était intolérable. Britney a essayé d'être maligne.
Elle a envoyé un email intitulé « Résolution privée ». À l'intérieur se trouvait une jolie petite offre. Un chiffre qui semblait gros jusqu'à ce que l'on réalise ce que cela signifierait réellement, étalé sur des années de futurs volets. En pièce jointe se trouvait la partie qui a rendu Andrew très immobile. Un accord de non-divulgation. Une muselière légale, enveloppée de mots polis. « Je veux juste aller de l'avant », a écrit Britney. Pour le bien de Chloé. J'ai regardé l'écran et j'ai laissé échapper un rire qui m'a surprise moi-même. Pour le bien de Chloé, ai-je dit à voix haute. Ils vont vraiment utiliser son nom comme un bouclier. Andrew l'a lu une fois, puis une autre, puis il m'a tendu le téléphone sans parler. Je n'avais pas besoin d'être dans leur domaine juridique pour comprendre ce qu'ils faisaient. Ils n'offraient pas la paix. Ils offraient un paiement pour le silence. La réponse d'Andrew était une seule phrase. Non. Puis il a transféré l'email à l'avocate que nous avions engagée, Maître Lawson. Maître Lawson était calme de la manière dont on veut qu'une personne le soit quand votre vie est en feu. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas rendu les choses dramatiques. Elle a juste demandé des documents et des chronologies, et a dit des choses comme « comptabilité » et « devoir de fiduciaire » en langage clair. Voici ce qui compte, nous a-t-elle dit. Il ne s'agit pas de sentiments familiaux. Il s'agit d'argent détenu pour un enfant. Et la question est simple, où est-il passé? C'était le seul cadre juridique dont nous avions besoin. Margaret et Britney ont essayé la pression ensuite. Tante Denise m'a appelé, juste pour parler, ce qui est toujours un mensonge. Kate, a-t-elle dit, la voix mielleuse. Tu dois comprendre, Margaret est de la vieille école. Margaret a 58 ans, j'ai voulu dire, pas 82. Au lieu de cela, j'ai dit, il ne s'agit pas de vieille école. Il s'agit de Chloé. Une pause. Puis la vraie raison est sortie. Mais veux-tu vraiment faire ça, a murmuré tante Denise. À la famille. J'ai regardé Chloé colorier à la table de la cuisine, la langue tirée en signe de concentration, essayant de reconstruire son sentiment de sécurité, un coup de crayon à la fois. Ils l'ont déjà fait à Chloé, ai-je dit. Nous ne faisons plus semblant, c'est tout. Le ton des messages de Margaret a changé dès qu'elle a réalisé que la culpabilité ne fonctionnait pas. D'abord elle a supplié, puis elle a menacé. Puis elle a de nouveau supplié. Puis elle a essayé l'inquiétude. Je m'inquiète pour Andrew, a-t-elle texté. Ça ne lui ressemble pas. Ça lui ressemblait. Il avait juste finalement cessé de le diriger vers l'intérieur. La campagne de dénigrement n'est pas devenue publique. Elle est devenue familiale, dans les discussions de groupe, les amis de l'église, les murmures du quartier, le genre de guerre de réputation qui ne laisse pas d'empreinte digitale. Mais le truc avec la documentation, c'est qu'elle ne se soucie pas de qui murmure. Maître Lawson a envoyé une lettre officielle demandant une comptabilité et un remboursement. Elle n'était pas écrite comme un méchant de film. Elle était écrite comme une professionnelle qui sait ce qui se passe ensuite si vous l'ignorez. La réponse de Margaret, par l'intermédiaire de son propre avocat, était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de personnes qui avaient été surprises et voulaient toujours le contrôle. Ils ont prétendu un malentendu. Ils ont prétendu le meilleur intérêt. Ils ont prétendu qu'ils avaient géré les fonds. Ils ont offert un nouveau règlement, plus élevé que le premier, toujours insultant, avec un nouvel accord de non-divulgation. Andrew n'a pas scié. Non, a-t-il répété. Puis la date de l'audience est arrivée. Des semaines plus tard, pas une justice du jour au lendemain, un timing de la vie réelle, assez long pour que le stress s'installe dans votre corps comme un poids. Chloé a fait des cauchemars. Pas toutes les nuits, mais assez. Elle a demandé si grand-mère Margaret la détestait. Elle a demandé si ses cousins avaient raison. Elle a demandé si être l'exception signifiait que quelque chose n'allait pas chez elle. Andrew a répondu à chaque fois. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi, a-t-il dit. C'est chez eux qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le tribunal n'a pas été dramatique comme la télévision le rend dramatique. Pas de témoins surprises, pas de hoquet, principalement de la paperasse et des adultes essayant de paraître raisonnables. Mais il y a eu un moment qui a semblé être une bouffée d'oxygène. Maître Lawson a exposé les chiffres et la piste papier d'une manière qu'il était impossible de contourner. Elle n'a pas insulté Margaret. Elle n'a pas fulminé contre la cruauté familiale.
Elle a simplement montré quel argent existait, à quoi il était destiné, et ce qui lui était arrivé. Le juge n'a pas semblé impressionné. Margaret était assise très droite, le menton levé, de la manière dont elle le faisait toujours quand elle voulait paraître innocente. Britney fixait la table comme si elle pouvait l'avaler tout entière. William semblait plus vieux que je ne l'avais jamais vu, plus petit. Et puis, proprement, la décision est tombée. Remboursement ordonné. Comptabilité requise. Les fonds de Chloé restaurés. Pas un discours, pas une leçon de morale, une conséquence. À l'extérieur de la salle d'audience, Margaret a tenté un dernier pivot. C'était presque impressionnant la façon dont elle pouvait perdre et toujours chercher le contrôle. Andrew, a-t-elle dit, la voix tremblante maintenant, une performance de douleur. Nous sommes toujours une famille. Britney s'est avancée aussi, les yeux humides. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? William a refait le coup de l'homme tranquille, comme s'il pouvait effacer ce qui s'était passé en ayant l'air doux. Tu as fait valoir ton point de vue. Andrew les a regardés, et pendant une seconde, j'ai vu du chagrin sur son visage. Un vrai chagrin. Pas pour ce qu'ils étaient, mais pour ce qu'il aurait voulu qu'ils soient. Puis son expression s'est durcie. Vous n'avez pas le droit d'humilier mon enfant, a-t-il dit, de la voler, puis de demander la paix quand vous êtes pris. Margaret a tressailli comme s'il l'avait frappé. Andrew n'a pas crié. Il n'a pas menacé. Il n'a pas jubilé. Il a juste dit la phrase qui comptait. C'est fini. Britney a émis un son étranglé. Le visage de Margaret s'est décomposé. William a détourné le regard. Andrew m'a pris la main. Puis il a tenu la main de Chloé dans son autre main, et nous nous sommes éloignés d'eux. Pas comme une scène de sortie dramatique, mais comme une décision. Joséphine a laissé 250 000 $ dans une fiducie pour Chloé. Chloé en était l'unique bénéficiaire. Margaret et William en étaient les fiduciaires. Au moment où nous l'avons découvert, il ne restait que 78 400 $. Le reste, 171 600 $, avait disparu. Pas dépensé pour Chloé, mais pour des dépenses familiales, des cartes de crédit et des réparations qui n'impliquaient jamais comme par magie l'enfant dont le nom figurait sur la fiducie. Le juge leur a ordonné de rembourser les 171 600 $, plus les intérêts et les frais d'avocat. Au moment où tout a été finalisé, le montant qu'ils devaient s'élevait à un peu moins de 200 000 $. Ils ne l'avaient pas, alors ils ont fait ce que les gens font quand les conséquences se présentent enfin avec une date d'échéance. Ils ont commencé à vendre des choses. Le SUV brillant de Britney a disparu en premier. Margaret et William ont contracté un prêt sur leur maison. Personne n'appelait plus ça du vol. Ils appelaient ça, le stress, et, les temps difficiles. J'appelais ça un remboursement. La fiducie de Chloé a été entièrement restaurée, discrètement. Un solde sur un écran qui ressemblait enfin à un avenir. Et puis nous avons coupé les ponts pour de bon. Pas, prendre de la distance, pas, on verra. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas de vacances passées à se préparer pour la prochaine blague. Tout ce qui comptait passait par Maître Lawson. Tout le reste était silence. Plus tard cette année-là, une carte de Noël est arrivée quand même. L'écriture de Margaret, joyeuse comme si de rien n'était. Andrew ne l'a pas ouverte. Il l'a jetée directement à la poubelle. Chloé l'a vu faire. Elle a regardé pendant une seconde, puis a demandé, d'une voix petite et prudente, « Est-ce que grand-mère Margaret est toujours en colère contre moi ?» Andrew n'a pas hésité. « Chloé, » a-t-il dit doucement, « grand-mère Margaret est méchante. » Pas de rage, pas de discours, juste la vérité, finalement dite comme si ce n'était pas à Chloé de réparer les choses. Chloé a cligné des yeux, y a réfléchi, et a hoché la tête comme si quelque chose s'était mis en place. « Oh, a-t-elle dit. D'accord. Et c'était le moment que je ne savais pas que j'attendais. Le moment où ma fille a cessé de se considérer comme le problème. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous allés trop loin, ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci.